Bonjour, je vais vous présenter aujourd'hui la façon de récupérer un programme MQL4 et de le modifier à l'intérieur de Visual Studio. En particulier, souvent, quand on reçoit un programme MQL4, on le reçoit sous un format pas très lisible. En fait, pas du tout lisible. Voilà, par exemple, ici, on a un programme qui s'appelle Euromaster 3. Donc on voit qu'il a été décompilé avec EX4 ou MQ4, qui nous a généré tout un ensemble de variables avec des noms très ésotériques comme GD 384 ici, qui veut dire global pour le G, D ça veut dire double, et 384 c'est le nom de la variable. Mais pour nous, humains, on ne peut pas très bien comprendre ce que ça veut dire. Qu'est-ce que représente GD 384? Donc on a récupéré un programme, on l'a testé par exemple avec ProTrader, on trouve qu'il donne de bons résultats et on aimerait bien voir comment il fonctionne pour pouvoir le modifier, pour pouvoir l'améliorer. Voilà, simplement d'un point de vue éducatif, savoir comment ça fonctionne. Donc, je vais vous expliquer comment on peut faire ça progressivement pour arriver à quelque chose d'un peu plus compréhensible. Donc, les premières étapes, je les ai expliquées dans les vidéos précédentes pour récupérer un programme MQ4. Donc, ça, je ne le réexplique pas aujourd'hui. On va aller directement sur Visual Studio avec le même programme, donc qui a été récupéré au travers de Algo Studio. Et voilà. Donc, on revient ici et on va s'intéresser au début du programme. Oui, j'arrive pas à le mettre en grand. Voilà. Hop. Donc, ici, par exemple, on a la fonction init. Bon, celle-ci est facile à comprendre. Hein. Des init, elle ne fait rien du tout. Crossed, ça vérifie simplement si deux valeurs sont l'une au-dessus de l'autre. Donc là, par exemple, AD0, est-ce que AD0 est plus grand que AD8? Dans ce cas, le retour de la méthode, ça sera 1. Sinon, si c'est strictement inférieur, le retour de la méthode, ça sera 2. Et ici, en fait, on fait un test. Alors, pourquoi ce test? On va essayer de le comprendre. Oui. Le mieux, en fait, c'est de revenir dans Visual Studio. Donc là, vous avez la fonction de base. D'ailleurs, je vais la copier. On va faire une comparaison par rapport à Visual Studio. Voilà, on va aller dans la même fonction, mais sous Visual Studio. Voilà, il est ici, crossed. Donc là, je copie la fonction initiale, ici, et celle que j'ai modifiée ensuite. Alors, c'est très simple, hein. Pour faire ça, vous prenez la première variable ici, AD0, vous faites bouton droit, et vous faites refactoriser, renommer. Ça, vous êtes sûr de bien renommer toutes les variables. Donc, j'ai renommé la première, first, la deuxième, seconde. En fait, c'est deux courbes, deux courbes, et on prend la valeur à un temps donné. Donc on a le temps t0 par exemple, on a la courbe ici, on a une deuxième courbe, et on vérifie si le point de la première courbe est au-dessus ou en dessous de la seconde. Voilà ce qu'on fait, rien d'autre. Donc je l'ai écrite exactement de la même façon, simplement j'ai renommé les variables pour rendre les choses plus intelligibles. Ici on voit tout de suite est-ce que first est plus grand que seconde. Dans ce cas-là, on renvoie is first above second égale 1. Sinon, si first est strictement inférieur à second, on renvoie 2. Et là, on fait un test. En fait, on vérifie si la dernière valeur de is first above est égale à la nouvelle valeur calculée. Parce qu'il se peut très bien que quand on fait le if ici, ça renvoie false. If ça renvoie false, c'est dans le cas où first égale second. Et dans ce cas-là, il retourne 0. C'est-à-dire, en fait, certainement, la fonction qu'il utilise par la suite ne fera rien du tout. Ça permet d'avoir une mémoire des états. C'est rien d'autre que cela. Hein. La méthode crossed maintient l'état. Est-ce que la première courbe, la première valeur à un temps donné, est au-dessus ou en dessous de la deuxième courbe. Voilà. Donc, de cette façon-là, on arrive à comprendre cette méthode. Bon,
c'était une méthode très simple, donc il n'y avait pas beaucoup de choses à comprendre. Mais des fois, et c'est le cas de la méthode suivante, on va revenir sur le début ici. Ici, vous avez la méthode predict, qui permet en fait de prédire certainement un achat ou une vente. Je ne sais pas encore, parce que j'ai pas encore complètement analysé, mais telle quelle, cette fonction, c'est complètement incompréhensible. Sauf avoir une mémoire énorme, on arrive à se souvenir qu'elle descend ici, ça veut dire ceci. On ne peut pas travailler comme ça. Donc la première chose à faire, c'est vraiment de renommer les variables. Donc c'est ce que j'ai fait. Vous voyez ici, toujours dans la méthode predict, j'ai donné des noms à chaque variable. Alors comment trouver les bons noms? En fait, il faut commencer par les fonctions qu'on connaît. Donc toutes les fonctions, en particulier de MQL4, on les connaît, puisqu'elles sont documentées. Je vais vous montrer ça. Ici, par exemple, vous allez sur la doc MQL4 et vous aurez la documentation de chaque méthode. Par exemple, l'indicateur standard déviation ici est documenté. Donc on peut même revenir, par exemple, on s'intéresse au prix appliqué. Donc c'est ce paramètre-là, cet argument-là. On clique ici, on a directement les références. Voilà, on sait que 0 ça veut dire price close, 1 price open, etc. De cette façon-là, on va pouvoir renommer nos variables. Donc on commence de cette fonction, c'est ce que j'ai fait au départ, je suis parti de cette fonction. J'ai renommé les différentes valeurs. Donc par exemple la première qui est 0, la première elle était marquée, il faut que je vous montre ça. Hop, alors on revient ici. Voilà, elle est ici. Voilà comment c'est écrit. Vous avez nul, 0, GD période 292, 0, mode SMA, price close 0. Voilà, donc à partir de là, il faut pouvoir renommer tout ça. Donc, le premier, j'ai créé une variable qui s'appelle current symbol qui contient rien d'autre qu'une chaîne contenant 0, parce que c'est comme ça que MQL4 représente le symbole courant. Donc j'ai remplacé par ça. MQL4.période, c'est la période actuelle. Période 10, ben, ça veut dire que l'indicateur moyenne est sur 10 bougies. Shift 0, c'est le décalage en fait de la moyenne. Donc Shift 0, ça veut dire que c'est pas décalé. MQL4 mode SMA, ça veut dire que c'est une moyenne simple. On utilise le prix de clôture pour calculer la moyenne. Et enfin, on ne décale pas les prix pour effectuer la moyenne. On pourrait très bien effectuer la moyenne non pas entre le prix actuel et les 9 précédentes, c'est-à-dire les 10 prix en tenant compte de la moyenne du prix actuel. On pourrait très bien décaler le bloc sur lequel on calcule la moyenne vers dans le passé. Donc en utilisant cette variable ici, ce paramètre. Voilà. Donc de cette façon-là, on arrive à renommer progressivement par, je vous rappelle, simplement on fait bouton droit, refactoriser, renommer, et on renomme tout ensemble. Voilà. Donc vous voyez ici, il y a le code en entier qui a été réécrit en fonction de ces principes de renommage. Alors on va essayer d'étudier ce code. Donc c'est donc la méthode predict, elle utilise des moyennes, elle utilise aussi standard déviation ici, qui est basé sur le prix de clôture. Voilà. Donc que fait ce code? Alors on le lit. Pour shift 1 égale 1, shift price strict plus petit que période 10, donc de 10, et on incrémente shift price. On calcule 3 moyennes sur le prix de clôture, sur le plus haut et sur le plus bas. Mais observez ici, il est décalé, c'est-à-dire il va être décalé de 1 dans la première, lorsqu'on effectuera la première fois la boucle, il sera décalé de 2 ensuite, 3, 4, 5, jusqu'à 10, de 1 à 10. Et on calcule à chaque fois une moyenne. En fait, c'est une moyenne. On calcule la moyenne, par exemple, 9 temps avant, puis après 8 ans avant,
puis après 7 temps avant, etc. Enfin, c'est plutôt dans l'inverse, mais ça revient au même, puisqu'après on fait des sommes. Donc 1 temps avant, 2 temps avant, 3 temps avant, jusqu'à 10. Voilà. Standard déviation, pareil. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait ici? On fait la somme des prix médians. On fait le plus haut plus le plus bas divisé par 2. Donc c'est le prix médian. Et on en fait la somme. Donc ici, c'est une somme de tous les prix médians sur 10 périodes. Ici, c'est la somme de tous les prix de clôture sur 10 périodes. Donc 10 périodes, une fois qu'on a effectué bien évidemment les 10 étapes de la boucle. Ici, on fait la somme des médians moins la somme des clôtures et on fait une nouvelle somme. Alors je ne comprends pas très bien pourquoi on fait ça, mais bon, c'est dans le code. C'est moins intuitif en tout cas. Somme des prix médians moins la somme des prix de clôture et on fait la somme de tout ça. Donc en fait, si je regarde bien, au temps 1, on va avoir, à mon avis, il y a des choses qui s'annulent ici parce qu'on doit faire des sommes, moins, puis à l'étape suivante, il y a un moins, ça doit pas s'annuler complètement, mais être très voisin. Voilà. Ensuite, ici, on fait la somme de la moyenne mobile à 10 bougies du prix de clôture, avec toujours ce shift 1, 2, 3 jusqu'à 10. Donc c'est la somme des moyennes, des prix de clôture. Pas très intuitif non plus. Pourquoi on somme la moyenne? Et là, c'est la somme de la déviation standard, toujours sur le prix de clôture et toujours décalé de 1, 2, 3, etc. Voilà. Là, ça va être un peu plus intuitif. Qu'est-ce qu'on fait exactement ici? On prend le prix de clôture moins le prix d'ouverture et on déduit le prix de clôture moins le prix d'ouverture précédent. En fait, c'est la variation. C'est par exemple le jour précédent. Bon, je vais parler en jours, hein, mais ça peut être des minutes, ça dépend du time frame. Donc, supposons que le jour précédent, entre l'ouverture et la fermeture, il y a eu 58 points de hausse. Et qu'aujourd'hui, à la clôture, il y a eu 20 points de hausse. On va dire 70 points de hausse. Donc on fait en fait 70 moins 58, ça fait 12. Donc c'est ça qu'on représente. En fait, c'est une sorte d'évolution de l'augmentation, de la diminution. C'est un peu comme une vitesse. C'est la différence entre un jour et un autre. Voilà. Différence d'avancée ou de recul des prix. Ici, alors il faut observer aussi qu'on fait une somme de ça. Donc, si on regarde par exemple, on va essayer de le réécrire ici et de le faire à la main. Donc, au temps 1, ça vaut 1. Et ça, ben, ça vaut 0. 1 moins 1, ça fait 0. Ça, c'est lorsque la boucle fait ça, sa première itération. Donc, à la première itération, on calcule ça. Au départ, ça vaut 0. Donc, en fait, on a exactement ça à la première itération. La deuxième itération, voilà ce que l'on a. Donc, cette fois-ci, shift price égale 2. Et ici, on a 1. Puisque 2 moins 1, ça fait 2 moins 1, ça fait 1. Donc observez ici, on a MQL4 close de 1 moins MQL4 open de 1. Et juste après, on fait MQL4. Alors, on a ici le 1. Non, ici, je me suis trompé. Voilà. Et ici, on a un moins ça. Donc en fait, quand on fait ça, moins ça, donc ça disparaît. Et il reste ça. Donc ça veut dire que si on itère sur les 10 pas, en fait, à la fin, on aura ici 10 et ici 0.
Voilà le résultat du calcul. Donc tout ça, c'est ce qu'on obtiendra à la fin du calcul, c'est-à-dire en dehors de la boucle. Quand on sera sorti de la boucle, en fait, cette variable-là vaudra exactement ça. Alors, la seule différence qu'on pourrait observer, c'est sur les erreurs d'arrondi. Vu qu'on arrondit en permanence et qu'un ordinateur ne peut pas calculer très précisément, il a une précision limitée. Ça fait que si on calcule de cette façon-là, on n'obtiendra pas exactement le même résultat que si on calcule de cette façon-là. Voilà, c'est la seule différence. C'est pour ça que je n'ai pas changé. Je l'ai mis simplement en commentaire, vous voyez en dessous, pour préciser qu'en fait cette formule, cette somme en fait correspondait en fait à quelque chose de constant tout le temps. C'est une clause de période de 10 moins voilà, clause de 0. On va dire clause de 10 moins clause de 0 en quelque sorte. Alors on continue. Donc on était ici. Ici, j'ai pas compris non plus cette expression. On prend la moyenne des hausses moins la moyenne des fermetures moins la moyenne des plus bas moins la clôture, la moyenne des clôtures. Donc ça revient à dire, je fais la moyenne des plus hauts plus la moyenne des plus bas moins 2 fois la moyenne de clôture. Et je fais la somme à chaque fois. Et ça me donne ça. Bon, c'est pas intuitif pour moi. Peut-être quelqu'un comprendra mieux et pourra l'expliquer. Faut pas hésiter à mettre des commentaires, à expliquer ce genre de choses. Moi, ça m'intéresserait vraiment d'avoir une intuition de cette formule, à quoi elle peut bien servir. Voilà. Donc on continue notre code, on est ici. Ici, on calcule des moyennes sur tout ce qu'on a fait juste avant. Donc somme des médiums divisé par la période, donc c'est la moyenne. Ça revient à dire quelle est la valeur du médium en moyenne sur chaque bougie, sur chaque jour. Pareil pour le close et pour toutes les autres, on fait des moyennes. Voilà. Et c'est là que viennent les calculs. Alors il faut comparer ces expressions-là avec ce que l'on a ici. Ici, voilà, ça correspond à ça. Ça, c'est pas clair du tout. Hein. Pour moi, je comprends rien du tout. Enfin, si quelqu'un est capable de comprendre ça, il est très fort. Je préfère comprendre ce genre de choses qui est explicite. On a des variables, on peut translater et donner du sens à la condition qui est écrite. Donc on y va. Alors, ici par exemple, on calcule la moyenne des sommes du médium moins la clôture. On vérifie est-ce que c'est strictement plus grand que 0. Et il faut aussi que la moyenne des clôtures soit plus grande que la moyenne des clôtures. Non, il faut que la moyenne des clôtures soit plus grande que la moyenne des clôtures. Voilà ce que ça veut dire. Là, AVG ici, ça veut dire moyenne. Hein. Average. Average, ça veut dire moyenne. Donc AVG, SMA, ça veut dire c'est la moyenne. Et SMA, c'est une moyenne simple. Donc c'est la moyenne des moyennes en période 10 des clôtures. Voilà. Donc si la moyenne passe au-dessus de la moyenne des moyennes, la condition est remplie. Il faut aussi que la moyenne de l'ouverture moins de la clôture, c'est-à-dire en fait de la variation de chaque jour, en moyenne soit plus grand que 0. Je pense que ça permet d'éviter les cas où le cours ne bouge pas beaucoup. Dans ce cas-là, open moins close doit être très faible. Mais bon. Et comme il y a strictement plus grand que 0, il faudra que ce nombre soit strictement positif pour que ce soit réellement ça. Bon. Ensuite, il faut que l'ouverture soit strictement inférieure à la moyenne des clôtures. Donc ça, c'est compréhensible. Donc l'ouverture strictement inférieure à la moyenne des clôtures plus la moyenne de la standard déviation. En fait, il faut que le prix d'ouverture soit compris. Soit compris entre la clôture, la moyenne des clôtures, et la moyenne des clôtures plus la moyenne de la standard déviation.
Voilà. Et dans ce cas-là, on voit que la fonction renvoie predict égale 1. Voilà. Bon, c'est pas très facile à comprendre. Donc ensuite, on a d'autres conditions à peu près du même genre. Ici, par exemple, il y avait un plus, là, ça devient un moins. Là, c'est open, open. Alors, moyenne et open. Ouais, c'est la même chose. Sauf ici, on met moins, et là, on a mis plus. Sauf si je me trompe, mais a priori, c'est ça. Oui, c'est exactement pareil, sauf qu'ici, on met plus, et là, on met moins. Enfin, ici, là, en fait, il y a un truc qui manque. Là, on avait une condition que open soit plus grand. Ici, elle a disparu. Voilà, on vérifie simplement que ça vérifie cette chose-là moins ça. On enlève ça, en fait. Ça revient à faire ça. Et je pense qu'ici, c'est la même chose avec plus. Donc, en fait, on devrait peut-être mettre le plus avant. Non, on ne change pas parce que... Alors, je ne sais pas si elles sont exclusives, ces conditions. On va très bien rentrer dans cette boucle, renvoyer 1, et puis après renvoyer 2. Est-ce que c'est possible? Faudrait réfléchir. Donc si cette condition est vérifiée, donc ça, c'est plus grand que ça. Et ici, non. Donc elles sont exclusives. Hein. On ne peut pas être à la fois strictement inférieur ici et strictement supérieur ici. Donc si on est rentré dans cette boucle, dans cette condition-là, on ne peut pas rentrer dans celle-ci. Donc ici, en fait, à mon avis, il faudrait vérifier quand même par rapport aux autres. On pourrait renvoyer directement retourne 1 plutôt que de tester les autres, ça ferait gagner un peu de temps. Il faudrait vérifier tout ça. Voilà. Donc, vous avez vu donc dans cette petite vidéo assez courte comment on peut renommer les différentes variables et essayer de comprendre le code. Voilà. En particulier, ici, on voit que le code de predict, il dépend beaucoup de la période ici, période 10. Tout est basé là-dessus, hein, puisque tous nos calculs sont par rapport à cette période 10. Donc c'est intéressant, parce que de reprendre ensuite le code avec les paramètres et de mettre période 10 en paramètres. Donc là, pour l'instant, période 10, il est global à tout le programme. Donc on pourrait très bien créer une nouvelle variable qui sera un paramètre qu'on mettrait ici. Donc voilà, on rajouterait un paramètre. Un paramètre qu'on appelle predict période. On va mettre une majuscule au début. Voilà. Dont la valeur par défaut est 10. Bon, je pense que ça doit être toujours positif. Donc on va dire que cette période est comprise entre 1 et puis 100 par exemple. Voilà. Bon, ici c'est le nombre. Bon, je mets c'est pas très important, c'est l'ordre du paramètre. Ils auraient pu faire une chose où ils le mettent eux-mêmes plutôt que de nous obliger à le mettre, puisqu'on a déjà une variable, une constante par contre qui nous permet d'identifier notre paramètre. Donc là, ça nous oblige à chaque fois, si on en supprime un, vous voyez, c'est pas contigu. Là, par exemple, 27, voilà, 4, 5, vous voyez aussi ça manque, 7, 8, 9, 10, 11 manque, etc. Bon, donc il faut, c'est pas très important, donc je vais pas changer pour l'instant. Alors, c'est un entier, et on l'appelle predict période égale 10. Je me suis trompé tout à l'heure, j'ai mis le 10 ici. C'est comme ça que ça s'écrit. Donc, précisément, ça c'est l'ordre, c'est un index de paramètres. Ça c'est la plus petite valeur permise, et ça c'est la plus grande valeur permise. Je crois qu'il y a un autre paramètre qui est
l'incrément. On peut définir l'incrément de ce paramètre, ça serait 1 par exemple. Et là, je ne le mets pas. Donc voilà. Donc on va utiliser ça comme boucle. Alors, pour faire ça, il faut simplement renommer ici. Vous voyez, ici, cette variable, elle est à l'intérieur de la boucle. Donc quand je renomme celui-ci ici, normalement, même si c'est utilisé ailleurs, ce nom de variable est utilisé ailleurs dans le programme, ça ne devrait pas le modifier. Quand je fais refactoriser, renommer, non, c'est pas ça. Je suis en train de me tromper, c'est celui-ci que je dois modifier. Voilà, il n'y a que ça à faire. Hop. Ah, il y a peut-être d'autres choses. Ah oui, c'est ici. Voilà, ici aussi, il faut le renommer. Hop. Et je crois que c'est tout. Oui, c'est tout. Donc la méthode, il n'y a pas d'autre endroit où on utilise près. Voilà. Si on recompile, je fais ça pour être certain qu'il n'y a pas d'erreur, que j'ai pas généré des erreurs. Ainsi, voilà, un point virgule oublié. Alors, c'est où? C'est ici. Pourquoi est-ce que je me retrouve avec... Oh, ça, c'est un programme d'avance. Hein. Alors, je recommence. Pourquoi j'ai cette erreur? Régénérer. Ah oui, parce que j'ai rajouté ces trucs tout à l'heure. Voilà, donc j'enlève ça. Hop. Je recompile. Ok, voilà, tout marche bien. Donc maintenant, du fait qu'on a un paramètre, on a ce paramètre, on va pouvoir, dans Algo Studio, donc Algo Studio, on va récupérer le programme qui est ici. Donc, vous voyez, c'est le programme en C#. Mais Algo Studio est capable de le compiler tout autant qu'un programme MQL4. Si je compile ici, ça doit marcher. Voilà, compile succès. Bon, il y a des petits warnings, mais c'est pas très grave. Donc, du fait que j'ai rajouté ce paramètre, vous voyez ici, j'ai predict période. Donc, et on va mettre le nom avant plutôt qu'après. Donc ici, si j'ai envie de le changer en 5, par exemple, je peux très bien. Voilà. Puis ensuite, lancer le backtest. Alors, d'après ce que j'ai lu, il faut le mettre en 5 minutes. C'est ce que préconisent les personnes qui ont écrit ce programme. En 5 minutes ici. Ici, on peut se mettre en mode tick. Voilà. Les frais, il me semble, c'est 3,27 pour chaque aller. Donc, aller-retour, ça fait environ 7. Non, 6,60. Et le laps de temps, c'est de l'ordre de 37 millisecondes. Enfin, ça, c'est avec Nmax. Hein. C'est avec la plateforme Nmax. On a 7 temps de réponse, 37 millisecondes. Et ce prix au niveau de la par lot, 3,27 $ par lot et par aller pour l'aller et une fois pour le retour à nouveau 3,27. Alors, si je lance le backtest, alors plutôt que de faire un backtest, on va le faire en visible. Voilà. On va ralentir, comme ça vous allez voir. Alors, il ne faut pas tenir compte des résultats, parce qu'en fait, je l'ai testé, moi, il ne prend pas beaucoup d'ordre, voire 0 ordre. Donc, il faut vraiment l'analyser d'abord pour voir quels sont les paramètres à changer pour qu'il commence à faire quelque chose. Quoi. Là, avec ça, on peut choisir la rapidité. Donc, je le mets pas trop rapide pour qu'on voit comment ça se passe. Donc là, il me marque pas assez de barres. En fait, il lui faut 100 barres pour commencer à réfléchir. Ça aussi, c'est un handicap. Ça veut dire que si vous êtes en jour, il faut attendre une centaine de jours. Alors ça, c'est le robot qui crée plein d'indicateurs. On va tous les baisser pour qu'on ait un peu plus de visibilité. Voilà, on devrait mieux voir. Voilà. Donc en fait, le programme, il fonctionne, ce robot. Oui. Voilà, ça fonctionne. On arrive à voir en visuel
les étapes du backtest. Donc pour l'instant tout est à 0. Ici c'est à 0 aussi. C'est inquiétant. On va le mettre en plus vite peut-être. Bon voilà, là il y a une valeur qui est arrivée. En bas c'est toujours à 0. Voilà, il y a des valeurs qui arrivent. Enfin quand je suis dessus elles arrivent et après elles disparaissent. Bizarre. Voilà. Je vais le mettre sur un temps plus long peut-être. Au lieu de 10 jours, on va mettre par exemple 6 mois. On va le relancer. Ah, à chaque fois il faut faire ça. Ça va falloir que je regarde pourquoi, si on peut enlever ce genre de choses, ou l'ouvrir de façon que tous les indicateurs soient fermés. Hop, il a déjà fini. Vous voyez, il n'a pris aucun ordre, aucune position prise. Donc il y a des paramètres qu'il faut changer. Alors peut-être qu'on peut essayer 20 ici, pour voir ce que ça donne. Oui, on relance. Je vais le mettre au maximum. Je veux simplement voir s'il prend des ordres ou pas. Non, toujours pas. Hop. 2. Ouais, c'est pas beaucoup, 2. 17. On va le prendre sur une période encore plus longue. 5 ans. Non, il prend aucune position. Les logs. À part le fait qu'il n'y a pas assez de barres, il marque aucune erreur. Donc là, je ne vois pas pourquoi il prend aucun ordre. Hier, je l'avais testé, il fonctionnait. Il prenait une ou deux positions, pas plus. Bon, voilà, donc je vous ai expliqué comment faire pour comprendre un programme qu'on a récupéré sur Internet, renommer les variables et essayer d'améliorer un peu le programme. Là, par exemple, on a réussi à extraire cette variable comme un paramètre et ensuite pouvoir le modifier et voir le résultat. Bon, le résultat n'était pas très concluant puisqu'il donnait rien du tout, mais certainement sur d'autres programmes, ça donnera quelque chose. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.